Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette série de rencontres, de visio-rencontres, de télé-rencontres qu'on appelle webinaires dans le cadre du 9e art à Taïwan. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Bonjour. Paul Gravette. Bonjour. Merci au Centre culturel taïwanais de Paris de nous offrir la possibilité de cette série d'événements qui va durer toute la semaine, du 5 au 9 octobre. Et surtout, merci à Monsieur l'ambassadeur de Taïwan en France d'être avec nous et de bien vouloir introduire notre série de rencontres. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse la parole. Merci. Alors, cher Monsieur Gravet, cher Monsieur Médikian, cher ami internaute, je m'appelle donc François Wu Chuchong et je suis l'ambassadeur de Taïwan en France. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui une série inédite de 6 webinaires consacrés à la bande dessinée taïwanaise. Grâce aux interventions de spécialistes reconnus de la BD, nous allons pouvoir découvrir et comprendre en profondeur le 9e art taïwanais, encore trop peu connu du public francophone, et à l'image du peuple taïwanais qui s'est évolué et mûrir face aux épreuves. La narration graphique taïwanaise n'a cessé de s'affirmer avec toujours plus de force et de talent. En témoignent 4 œuvres qui vont être publiées en français dans les toutes prochaines semaines. Je ne doute pas que les 6 webinaires vous feront apprécier la vitalité et la spécificité des bandes dessinées de Formose, la belle. Et je vous souhaite à tous une excellente écoute. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et nous vous souhaitons une bonne semaine. Je suppose qu'elle sera chargée comme d'habitude, peut-être un peu éloignée des questions sur la bande dessinée de Taïwan, mais Oui. je suppose que c'est un domaine qui doit vous tenir à cœur, comme beaucoup de Taïwanais, comme nous allons le voir avec Paul Gravette. Je suppose que au moins pendant votre enfance, la bande dessinée est quelque chose qui vous a probablement construit et qui vous a inspiré. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je voulais préciser auparavant le programme de ces rencontres autour du 9e art à Taïwan. Aujourd'hui, avec Paul Gravette, nous allons parler de l'histoire de la bande dessinée taïwanaise. Et tout de suite après, à 12h30, avec Didier Passamonique, directeur de la rédaction d'Actua BD, nous parlerons ensemble de la place de la bande dessinée dans la politique culturelle à Taïwan. Avec chacun de ces webinaires, nous aurons le plaisir de diffuser des courts-métrages. Le premier court-métrage tout à l'heure sera à propos de Suge Silang, un des grands personnages des classiques de la bande dessinée taïwanaise. Et avec Didier Passamonique, nous verrons un documentaire à propos de Li Nungche, l'auteur de Kotsinga Z, qui est un roman graphique contemporain. Demain, en compagnie de Pili Munoz de la Maison des auteurs et de Fabrice Douard, nous discuterons de Fabrice Douard, qui est le responsable éditorial du Musée du Louvre. Nous discuterons des institutions françaises et des créateurs taïwanais. Mercredi, il sera question de divertissement avec Timothy Guédon des éditions Cana et Frédéric Fourreau des éditions Patayo. Le documentaire sera consacré à Zhuo Xuan, qui est l'autrice de Retour aux sources, publiée aux éditions Cana. Jeudi, nous parlerons des liens entre les auteurs français et les auteurs taïwanais, auteurs et autrices, puisque nous serons avec Li Chin Lin, qui est l'autrice assez connue maintenant en France de Formose et de Fuda Fudak, et d'Emmanuel Guibert, auteur français qu'on ne présente plus, Grand Prix de la ville d'Angoulême, et qui est exposé actuellement à l'Académie des Beaux-Arts à Paris.
vendredi, nous conclurons cette semaine en parlant de la bande dessinée contemporaine à Taïwan avec Wang Peishan, qui est éditrice des éditions Slow Work, et Chen Fan Liu, qui est à la fois autrice, une artiste digitale et une éditrice. Nous aurons aussi le plaisir de diffuser un documentaire sur Ding Paoyen, l'auteur de Road to Nowhere, qui a été publié en français aux éditions MISMA. Alors Paul, je reviens avec toi au sujet de de ton actualité, ou du moins pour te présenter. Paul Gravette, tu es un spécialiste reconnu de la bande dessinée. Tu es l'auteur de plusieurs livres sur la bande dessinée, que ce soit sur la bande dessinée internationale, la bande dessinée britannique, la bande dessinée américaine, ou du moins anglo-saxonne. Et surtout, tu es le commissaire de l'exposition Mangasia, qui regroupe des bandes dessinées de combien de pays différents en Asie? Il y a une vingtaine, et parmi eux, bien sûr, le Taïwan aussi. Taïwan. Et, oui, ça s'est montré, comme vous pouvez voir ici, à Nantes, au lieu unique, il y a 2 ans, pendant l'été. Et c'est la première fois en France. Avant, ça a commencé en Italie, à Rome et à Milan. Et c'est la première fois qu'il y a une exposition itinérante et grande, plus de 1000 mètres carrés, avec presque 300 planches originales sur la bande dessinée asiatique. Pas seulement les mangas, ça s'appelle Mangasia. Ça explique parce que nous avons manga, bien sûr, les mangas japonaises, mais aussi nous avons beaucoup de bandes dessinées asiatiques. C'est une ouverture, c'est une introduction pour un grand public à découvrir peut-être des choses qu'ils connaissent bien déjà, le favori, le manga favori, mais aussi à explorer le monde plus grand, l'Asie, le pan-asiatique, qui, bien sûr, parmi eux, il y a plusieurs dessinateurs, créateurs taïwanais dans cette expo. Ouais. Et nous deux, on fait, Laurent et moi aussi, nous étions à Taipei il y a 2 ans. On fait aussi, oui, pour le Golden Comic Awards et pour un voyage fabuleux dans le monde de la bande dessinée. Nous allons en parler. Mangasia a été présenté notamment à Nantes en 2018, et c'est une exposition organisée avec le Barbican Institute et qui est appelée à voyager dans le monde. Alors on imagine bien qu'en ce moment c'est difficile. Absolument. Nous devons attendre un peu. Après toute cette crise, j'espère que les musées seront plus ouverts et plus programmés. Et aussi, je veux brièvement parler qu'il y a aussi un livre qui est aussi édité en français chez Hors Collection. Et c'est le livre qui a commencé ce projet. Et après, le livre a informé le contenu et la vision, la structure de cette expo. Et les deux ont sorti en même temps, en fait, en 17, en fait. Oui. Donc, avant de parler de l'histoire de la bande dessinée taïwanaise, je voudrais juste situer l'histoire de Taïwan en elle-même. Déjà, situer Taïwan, merci à Li Chidlin dans son roman graphique Formose de nous offrir cette image. Donc Taïwan se trouve, c'est une île tropicale, montagneuse, qui se trouve à peu près entre la Chine et les Philippines. C'est une île peuplée par des hommes, par des sociétés humaines depuis environ 30 000 ans. Des peuples premiers habitaient cette île depuis fort longtemps, avant que les premiers Chinois n'arrivent et ne débarquent et commencent à s'installer sur cette île. Mais surtout, la première arrivée d'Occidentaux à Taïwan date de 1540. Et il s'agit des explorateurs, des descobradores portugais qui baptisent cette île la Merveilleuse.
Ilha Formosa, et le nom de Formose va rester pendant très longtemps, de la part des Occidentaux, appelleront Taïwan Formose. En 1661, un pirate nommé Koxinga, chinois né au Japon, va envahir l'île et enchasser les Occidentaux qui ont installé leur comptoir sur cette île. Donc, ce sont principalement les Hollandais. Il y avait aussi quelques Espagnols. Et pour pas mal de... Oui. Et ça, c'est le sujet de cette roman graphique de Li Yongqi, dont on parlera tout à l'heure avec Didier Passamonique. Voilà. Et donc, pour beaucoup, c'est le moment fondateur de Taïwan. Taïwan qui va se retrouver dans le giron de l'Empire chinois. En 1895, après la guerre sino-japonaise, Taïwan proclame son indépendance. Ça ne va durer que quelques mois puisque par la suite, ça deviendra une colonie japonaise. Et puis en 1949, suite à la révolution chinoise, le général Chiang Kai-shek, à la tête du parti Kuomintang, se réfugie à Taïwan et prend le pouvoir à Taïwan, décrète une loi martiale qui va se renforcer au fil des années et qu'on va appeler la Terreur blanche. Et cette loi martiale prendra fin en 1987. Et aujourd'hui, nous avons l'actuel Taïwan présidé par Madame Tsai. Voilà rapidement l'histoire de cette île posée. Et donc, nous allons regarder un petit documentaire sur le héros phare de la bande dessinée taïwanaise dans les années 1950-1960. 我们这一代人小的时候没有电视，也没有什么课外读物，对外头的世界只有想象。但几乎每个男生的心里都有一个相同的英雄形象，他叫诸葛四郎。每个礼拜四的下午，孩子们就会在杂货店的大树下等候，一如等候一场戏开演。 等候英雄降临。我们跟着四郎出征，而不管多大的挑战，英雄总是可以反败为胜，正义最后终于粉碎邪恶。 但也就是这种单纯，让我们在样样缺乏的年代里，学会面对困难的必然和勇气。在混乱的时代中，我们特别怀念这样的英雄，因为他始终可以在惊险的时刻，替我们打开一条明亮的出路。诸葛四郎是我们心里永远的英雄，是我们的故事。 Je suppose que c'est un film qui te touche. Absolument, oui, oui, c'est vraiment charmant et évocatif de peut-être toutes nos expériences quand nous étions jeunes. La bande dessinée s'occupe un parti vraiment important dans notre vie, dans notre imagination. Et c'est très bien fait. En fait, nous deux, nous avons rencontré, c'est le fils, en fait, je pense, du créateur que nous avons rencontré à Taipei. Oui, de Monsieur Ye, de Ye Hongxia. Oui, oui. Et là, nous pouvons voir aussi, nous pouvons voir l'animation digitale qu'ils ont fait de ce personnage, Shiro, oui. Vraiment très connu jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ouais. En fait, une sorte de Tintin, peut-être un peu de Tintin,
dans ça. Mais Oui, cette chanson, cette série n'est pas dans une situation réelle, dans un pays ou une période spécifique. C'est pas un personnage documentaire, par exemple, pas du tout comme oui, Tintin. on peut supposer qu'il était difficile avec la censure qui pouvait régner, qui pouvait s'abattre sur les dessinateurs, de parler de périodes historiques, de pays bien précis. Et donc, Tsuge Shilang a lieu dans un royaume imaginaire avec des ennemis méchants, mais on ne sait pas de quel camp. En tout cas, c'est un personnage dont des Chinois continentaux m'ont parlé, mais ils ignoraient qu'il s'agissait d'une bande dessinée. Et ils avaient entendu parler de Tsuge Shilang via une chanson des années 80. Un chanteur taïwanais avait fait une chanson à propos du héros de son enfance. Et cette chanson-là a bien voyagé de l'autre côté du détroit de Taïwan. Et c'est ainsi que Tsuge Shilang devient populaire également en Chine, mais pas du tout, il n'y a pas de représentation graphique du personnage. C'est intéressant, oui. C'est spécifique pour le Taïwan, exactement, oui. Ça marche. Parce que c'est dans un format Lian Huanhua, cette petite format à gauche, en haut. Oui, l'image qu'on voit en haut, c'est ce format qui existait en Chine continentale depuis les années 30 et qui est devenu extrêmement important après les années 40, dans les années 50, et qui a été importé avec le Kuomintang à Taïwan. Cette bande dessinée taïwanaise est née dans ce format-là, qui est un format chinois, mais pour le style graphique, ça s'est mélangé avec les mangas, non pas les mangas que nous connaissons aujourd'hui, les mangas que l'on dit classiques, mais les mangas d'avant-guerre, pour donner cette bande dessinée absolument unique, endémique de ces bandes dessinées populaires classiques des années 1950-1960. Oui, c'est tout dans un propre style spécifiquement taïwanais ici. Ouais, vraiment fascinant à voir. Ouais. Et à droite, il y a parce que plusieurs de bandes dessinées taïwanaises apparaissent dans des anthologies avec plusieurs histoires en même temps. Ouais. Et nous deux, nous avons vu cette mixage sur l'influence japonaise et chinoise, autre bande dessinée vraiment plus réaliste, avec un style classique, un peu comme illustration ou peinture chinoise. En même temps que cet style plus cartoon, plus comme un dessin animé, par exemple, ici. Ouais. Fascinant. Oui. Oui, vous avez trouvé cette... Alors, oui, voilà, on voit notre visite chez Monsieur Jihopo, donc, qui est un auteur, un dessinateur de ces bandes dessinées populaires, qui est aujourd'hui très âgé. Donc, c'est la mémoire vivante de ces bandes dessinées, qui a un appartement à Taipei. C'est comme un caverne d'Aladin, oui, c'est incroyable, c'est rempli jusqu'au plafond avec des choses fascinantes, en fait des bandes dessinées imprimées, mais aussi des dessins originaux. Il a beaucoup de ça aussi. Et parmi eux, il y a ses propres dessins, parce que, comme vous avez dit, il était dessinateur lui-même et passionné, absolument. C'est incroyable, c'est comme un petit musée. Oui, il y a un musée chez lui. En ordre, exactement. Voilà. Mais il sait exactement où il peut trouver chaque chose, oui, dans sa tête. Exactement. J'en profite là pour ce que j'appelle maintenant les visio-spectateurs. Donc, ceux qui nous écoutent, vous pouvez poser vos questions via notre application, notre plateforme. Vous avez un petit onglet questions et elles sont les bienvenues.
Ce que Monsieur G nous a raconté, c'est la fin de cette période, de cet âge d'or de la bande dessinée populaire taïwanaise, à la fin des années 60, où une censure effroyable a frappé la bande dessinée, et ces auteurs qui devaient fournir probablement une trentaine de planches par semaine pour un salaire un salaire plutôt réduit, et qui en plus, à partir des années 1960, devaient faire viser leur bande dessinée par le ministère de l'Éducation. Et là, on voit quelques... Il y a un sens effrayant, mais aussi non-sensique, bizarre. En fait, pas possible à comprendre. Il n'y a pas de règles claires. Il y a des dictats, des ordres vraiment étranges, en fait, à comprendre. Oui. Oui. En fait, par exemple, ça c'est un exemple qui m'a été donné par un éditeur. Si dans une case, le vent soufflait depuis la gauche, de gauche à droite, cela pouvait vouloir dire que on promouvait on faisait la promotion des idées de gauche. Et donc, c'était censuré. Si un personnage se cognait contre un tronc d'arbre qui avait 5 étoiles, on pensait que c'était une allégeance au drapeau communiste chinois. Ouais. Cette interprétation de signes, toujours politique, toujours complexe. Oui. Et aussi des choses bizarres. J'ai lu qu'il y a des problèmes avec les onomatopées, les sound effects dans la bande dessinée taïwanaise, et ils sont limités, et c'est le même son, image son, bien sûr pour la bande dessinée, pour un chien qui barque, je ne sais pas le mot en français. Qui aboie. Voilà, qu'un chat qui fait ses propres miaou miaou et tout ça. Et c'est les mêmes sons. On n'accepte pas des mots fabriqués pour exprimer les sons dans les bandes dessinées. Toutes ces choses, la censure dans chaque pays que nous avons exploré, c'est toujours une chose horrible et stupide pour la bande dessinée. Elle n'est jamais réaliste ou bien pensée. Et c'est une histoire que tu as qu'on a retrouvée dans d'autres bandes dessinées du continent à ce moment-là. Je pense à la Corée, aux Philippines, exactement les mêmes histoires et le même déclin pour les bandes dessinées locales, nationales, qui à ce moment-là, en tout cas à Taïwan, ont été remplacées par les bandes dessinées japonaises, qui arrivaient piratées. Oui, originalement, oui. Ouais. Et il a fallu attendre les années 1980 pour un renouveau de cette bande dessinée via des magazines pour adultes ou la presse adulte qui n'avait pas besoin du visa du ministère de l'Éducation pour être publié. Pas de censure, pas de tout. Non. Ça finit vers la fin des années 80, je pense. C'est 87, quelque chose comme ça, que ça a changé et ça a vraiment relancé le médium de bande dessinée là. Oui, il y a beaucoup de revues, grand format comme les grands hebdomadaires japonaises, plein de pages, mais en fait mensuelles. Je pense qu'il y a presque 7 ou plus, peut-être plus. Et dans ça, enfin, nous avons vu plus de liberté, plus d'expression, plus de grandes histoires, plus d'ambition, en fait, enfin, pour la bande dessinée taïwanaise. Ça a vraiment changé beaucoup. Et nous avons trois grands auteurs. Oui, parmi d'autres, en fait, oui, des grands, absolument. Chen Wen, je ne peux pas croire que c'est vraiment trop tard, trop long à être traduit en français et même pas pour l'instant en anglais. Chen Wen. Voilà, Chen Wen, c'est le. Moi, je peux le comparer à un Moebius, un Bilal taïwanais, toi, un Sienkiewicz.
Dave McKean, tout ça, oui, exactement. Oui, oui. Voilà. Et, la bonne nouvelle, c'est qu'il va enfin être traduit en français par les éditions Patayo, qui vont sortir des Assassins au mois de janvier. Je reviendrai tout à l'heure. Et qui est décédé récemment, qui est décédé en 2017. Et Chen Hongyao également, autre Chen et un autre virtuose de la bande dessinée, également décédé, il me semble, en 2018. C'était deux exemples frappants de cette virtuosité de la bande dessinée de divertissement pour adultes. Oui, en fait, pour retenir à Chen Wen aussi, il était le premier dessinateur de bande dessinée taïwanaise à être montré dans un grand musée d'art, malheureusement après sa mort, mais à cause de ça, il y a cette grande tribu à cet dessinateur. Et j'ai plusieurs amis, des dessinateurs britanniques, américains qui ont découvert Chen Wen déjà et l'admirent énormément. Et j'espère que cette traduction chez Patayo, ça peut peut-être lancer un peu de Chen Wen en anglais. Ça doit arriver. Ouais. On espère. En tout cas, on en parlera avec Frédéric Fourreau, hein, le directeur des éditions Patayo, qui sera avec nous mercredi. Oui, et nous c'est bien sûr Chen Wen parmi plusieurs dessinateurs dans l'expression Mangasi, en fait. Oui. Et puis, il y a aussi un autre auteur extrêmement populaire, Hao Xingyao, qui lui publie une série de strips publiés dans la presse quotidienne sous forme de feuilleton. Alors, on m'a fait une traduction en anglais, c'est Messi Temple. Messi Temple, je traduirais ça en français par Le Temple en folie, peut-être. Oui. Donc, il s'agit d'une comédie historique un petit peu proche d'Astérix. Feuilleton, ça veut dire c'est à suivre, c'est une histoire longue, pas seulement les petites gags complets. Mais... Non, oui, c'est une histoire à suivre avec des personnages qui évoluent, avec des commentaires sur l'actualité. Je suis tombé sur un strip que j'ai pas représenté ici, mais que j'ai pu voir sur Internet pendant l'épidémie, non pas de Covid-19, mais de SRAS, et qui avait frappé Taïwan fortement. Et il y a des gags autour du masque, du masque que nous portons aujourd'hui. Donc c'est vraiment en phase avec l'actualité. C'est bon de son quotidien, en fait, dans le journal. Oui. Elles sont rééditées dans un album, c'est réédité en livre, donc je crois que l'intégrale est large comme ça. Hein. Oui. Parce que ça peut-être un peu plus difficile à traduire parce que probablement c'est vraiment tropical, vraiment culturellement spécifique, pour le politique peut-être aussi, mais c'est frappant que ça c'est vraiment populaire comme ça. Oui. Et dans les journaux aussi, ça c'est important pour trouver un grand public. Bon, c'est intéressant. Et nous avons pu approcher aussi les auteurs contemporains en préparant cette rencontre. Je t'avais demandé de citer une sorte de nouvelle vague de bande dessinée taïwanaise, en fait. Ouais. Et donc de citer deux titres ou deux livres, deux auteurs qui t'avaient frappé. Donc tu m'as immédiatement parlé de Monsoon. Oui, oui, c'est Monsoon, nous deux, comme nous étions à Taïwan pour le Golden Comic Awards il y a 2 ans, je pense que Monsoon là est nouveau et elle a gagné un prix. C'est Pei-chan qui sera dans un webinaire. Donc il s'agit d'une revue. Oui, c'est une revue, exactement. C'est une anthologie. C'est en chinois, mais aussi en anglais, depuis le 2e numéro, en fait. Mais c'est très bien fait. C'est surtout sur la bande dessinée documentaire, le reportage journalistique, un peu comme la revue dessinée, par exemple, chose comme ça, ou 21. Mais c'est pour la première fois que le Taïwan a
fait cette sorte de projet. Bien sûr, il y a Lin Lichin qui a fait Formose, il y a d'autres, Sean Chuang qui a fait des choses autobiographiques, mais ça, c'est vraiment vraiment plein de créations, pas seulement des dessinateurs taïwanais, mais aussi d'autres de la région asiatique. Et ouais, c'est absolument Et en plus, une recherche au niveau éditorial avec des papiers différents, c'est une. Oui, l'impression, le design, la maquette, c'est vraiment sophistiqué et superbe. Et je pense que ça a déjà eu un impact, un effet important dans la bande dessinée taïwanaise. Et ça doit rester à vraiment découvrir dans l'avenir. Ouais, ouais. Oui, et à droite, là, nous avons Jimmy Liao, qui est un superstar. Alors, un superstar. Exactement. Pas seulement à Taïwan, dans beaucoup de pays, il est traduit et très connu. Mais en France, on ne le considère pas comme un auteur de bande dessinée. Ça, c'est un problème aussi. En Angleterre, nous avons des problèmes avec le média, le format, parce que Jimmy Liao, il ne pense pas que lui-même, il est en fait un créateur de bande dessinée. Il fait des livres illustrés, mais pas pour les enfants. C'est des livres pour tout, pour les adultes aussi. Pour tout public. Pas seulement une trentaine de pages, mais d'une centaine, en fait, avec des histoires pleines d'imagination, quelquefois aussi de choses sombres, tristes, difficiles, expressives, vraiment expressives. Mais il n'y a pas de bulles, par exemple, il n'y a pas beaucoup de cases. Chaque page, chaque double page est une image complète, fabuleux et riche. Et en fait, je l'ai rencontré il y a, c'est l'année dernière, oui, l'année dernière, à Munich. Les dessinateurs taïwanais étaient les pays invités. Et parmi eux, nous avons eu Jimmy Liao là avec une expo. Il est absolument charmant et profond. Et à mon avis, un auteur, c'est pas important que c'est la bande dessinée ou pas la bande dessinée. Il est un auteur mondial absolument essentiel, à mon avis. Il est publié en français par les éditions Hong Fei. Ah oui? Et voilà, la couverture présentée ici, Nuit étoilée, a été publiée au mois d'août. Récemment. Oui. Un très très beau livre. Ouais. Le problème avec l'édition de Jimmy Liao en anglais, c'est que plus d'éditeurs ici en Angleterre aussi aux États-Unis, on pense que, bien sûr, il est un auteur pour les enfants. Ils ont en fait censuré, ils ont coupé des pages ou des scènes difficiles. Ils ont en fait infantilisé le travail de Jimmy Liao. Et c'est pas lu ainsi. Par des adultes, c'est pas pensé comme une histoire pour tous les gens. Ouais. Il me semble que les éditions Hong Fei en France gardent l'intégralité de Bon, j'espère, oui, exact. Ouais. Voilà. Petit souvenir lors de l'inauguration de Mangasia à Nantes. Avec nos amis taïwanais, voilà, nous pouvons voir à gauche, il y a Lin Lichin et ensuite, il y a Lung Chie. Les Lung Chie, oui. Li Lung Chie, oui, et Ro Chung. Ro Lung Chu. Qui est. Ro Lung Chu, il est en train de jouer de la guimbarde. Exact, avec dans sa bouche. Ouais. Et Roland Chu, il a fait un scénic ballet, c'est ça comme ça que nous parlons là, oui. Une histoire basée sur, en fait, comme nous avons parlé de l'histoire de Taïwan, et surtout la résistance des peuples indigènes à Taïwan contre les Japonais, il y a un siècle ou plus. Et ça est devenu un grand film, un vrai blockbuster. Je pense le film avec le plus gros, le budget le plus grand jamais à Taïwan, je pense. Et c'est énorme, en fait, c'est énorme. Et ça est sorti dans les salles mondiales et au festival. Et en français, aux éditions Akata, il me semble, en 2015 à peu près. Ah oui, bon. Oui. Nous avons eu plusieurs bandes dessinées avant, mais tu as raison que actuellement, il y a
vraiment plus de bandes dessinées taïwanaises à lire pour la première fois en français dans ces prochains mois. Nous avons au moins quatre, parce que j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qu'on n'avait pas vu, au moins 4 bandes dessinées. On en parlera tout à l'heure avec Didier. On a au moins 4 bandes dessinées taïwanaises qui vont être publiées en français dans les mois qui viennent. Vraiment positif. Voilà, j'avais proposé aux visio-spectateurs de poser des questions, d'être interactifs. Nous avons une question qui est arrivée. Y a-t-il des autrices dans l'histoire de la bande dessinée taïwanaise? Dans l'histoire, absolument. Nous pourrons parler bien sûr de l'actualité avec Li Qinlin et aussi 61 Chi, qui sont bien sûr les femmes. Mais dans l'histoire, il y a plusieurs. Bien sûr, c'est toujours dominé par les hommes. Mais je constate parce que ici, j'ai un livre superbe sur les bandes dessinées asiatiques de John Lent. Et dans ça, il parle de 2 femmes vraiment intéressantes. Un s'appelle Lao Chong, qui a fait des choses, un strip, un bande quotidienne, je pense, qui s'appelle Tamen, qui veut dire E, comme them, E. Et c'est intéressant parce qu'elle a fait des choses vraiment un peu plus sensibles sur les sujets comme la sexe, comme l'homosexualité, des sujets toujours un peu tabous dans la bande dessinée taïwanaise en fait. Elle a dit qu'elle était la première dessinatrice de bande dessinée à Taïwan. Et en fait, John Lent a trouvé un autre avant. Elle s'appelle Ye Li-yun. Elle a travaillé à Wen Chang Publishing House, mais elle a fait surtout des choses, des histoires classiques, les légendes, les grandes histoires chinoises, par exemple. Mais elle n'a pas continué avec beaucoup plus, mais elle est active avant Madame Lao Chiang. Mais voilà, ça c'est deux exemples. J'en suis sûr, il y a et aujourd'hui, dans la bande dessinée contemporaine, d'ailleurs, nous dialoguerons autant avec Li Qin qu'avec Chen Fan, qui sont 2 autrices, dans les jours qui viennent. Et aussi dans la revue Monsoon, il y a plusieurs dessinatrices superbes. Ouais. Alors, nous arrivons à la fin de ce premier webinaire. Et à chacun des rendez-vous, nous proposerons un album, une bande dessinée, un roman graphique ou un roman graphique taïwanais traduit en français à gagner. Et donc, on vous parlait de Chen Wen tout à l'heure. Le livre en lui-même est bientôt chez l'imprimeur, donc il sera physiquement disponible, pas encore diffusé d'ici un mois à peu près. Et donc, la quatrième personne qui nous enverra un courriel à l'adresse navarre.taiwan@gmail.com, eh bien celle-là gagnera et recevra d'ici un mois et demi, 2 mois, l'album des Assassins par Chen Wen. Paul, merci beaucoup de ta présence, de tes éclairages. À vous, Laurent, vraiment un plaisir et bonne semaine pour cette série de webinaires. Merci beaucoup. Merci bien sûr au Centre culturel, à l'ambassade et à Monsieur l'ambassadeur d'avoir été avec nous. Merci pour leur assistance technique à Margoline et à Monsieur Wang. On se retrouve dans une petite heure même, avec Didier Passamonique à propos de la place de la bande dessinée dans la politique culturelle à Taïwan. Nous parlerons de Li Lung, nous verrons un documentaire sur lui, et nous parlerons aussi de Madame Tsai, la présidente actuelle de Taïwan. Merci à vous et à tout à l'heure.